construit des villes encore autour de la voiture. On lui a donné beaucoup d'espace dans nos milieux urbains, périurbains, partout. C'est quand même la voiture qui domine. On voit un transport en commun comme étant une dépense, puis une route comme étant un investissement. Je pense qu'il y a déjà un biais de langage qui est fait là. Alors, Catherine Morancy, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors, tu es ingénieur civil, professeur à Polytechnique Montréal, titulaire de la chaire mobilité et de la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes. Oui. Tu as remporté le prix du président de l'Association québécoise des transports, le prix de la francophonie du ministère français de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, et le prix Antoine Grégoire 2019 de l'Association du transport urbain du Québec. Bienvenue. Merci. Dis-moi, pour commencer, Catherine, comment t'en es venue à t'intéresser au transport? C'est une bonne question, c'est-à-dire que de mon souvenir très lointain, là, j'ai toujours été intéressée par cette question-là, mais d'abord par la fibre environnementale. Je pense que ma première cause a été le recyclage. Qu'est-ce qui déclenche ça? Qu'est-ce qui est le déclencheur de ce souci-là? J'ai souvenir d'avoir refusé qu'on me donne un véhicule à la maison. Mes parents voulaient m'en donner un, j'en voulais pas. Je prenais le transport en commun. J'ai ce souvenir-là d'avoir eu les cartes des voies réservées du Métrobus collées dans ma chambre, au lieu de je ne sais pas quel artiste qui était populaire à cette époque-là. J'étais un peu bizarre, je pense, là-dessus. Et surtout au cégep, là, avec mon implication dans l'association étudiante, les comités environnement. Là, on a fait face en 92 à la réforme Ryan, où le gouvernement provincial s'est désengagé du financement du transport en commun. Puis là, on a relancé un comité régional des usagers du transport en commun. Est-ce qu'on a avancé depuis tes premiers efforts de militante? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que je pense qu'on a pris un retard considérable dans les investissements sur les modes actifs, transport en commun et alternatifs. Là, je pense qu'on l'a réalisé. On a pris beaucoup de retard. On a investi beaucoup d'argent dans nos réseaux routiers. Je pense que maintenant, ça va mieux. Hein? On entend des nouvelles sur des investissements dans les réseaux de transport en commun, mais on a quand même beaucoup de retard à prendre. On hésite beaucoup encore. J'ai écrit un texte qui s'appelait « Une hésitation incompréhensible ». On se dit, ça se peut pas. Là, il me semble que les solutions existent, on les connaît, elles ont fait leurs preuves ailleurs. Et évidemment, notre enjeu principal, c'est, je vais l'appeler notre amour pour la voiture. Parce que je pense qu'on a un amour individuel et collectif. Nous, on parle beaucoup de dépendance à l'auto. On construit des villes encore autour de la voiture. On lui a donné beaucoup d'espace dans nos milieux urbains, périurbains, un peu partout. C'est quand même la voiture qui domine. Souvent, c'est par dépit, on n'a pas d'autres options. Des fois, on a des options, mais elles sont insuffisantes. On a fait des choix au niveau des types de véhicules qu'on a. Vous regardez la taille des véhicules. Ça, c'est quand même un enjeu dont je parle de plus en plus, la taille des véhicules et l'effet que ça a sur l'inefficacité de nos réseaux. Et en contrepartie, on ne fait pas grand-chose pour contrôler, justement, la place que l'auto prend. C'est quoi le véhicule type en Amérique du Nord aujourd'hui? Oh, la transformation de la flotte est épouvantable. C'est-à-dire que quand je parle de cette question-là, je dis souvent qu'on a raté une belle occasion de réduire notre consommation de pétrole parce qu'on a laissé cette flotte de véhicules se transformer. On a fait des gains en efficacité. Les véhicules aujourd'hui sont plus efficaces que ceux d'il y a 10 ans, mais grâce à cette efficacité, on les a achetés plus gros. Plutôt que de réduire en même temps. D'un point de vue gouvernement, bien là, évidemment, je pense que ça interpelle la prise de décision plus difficile, mais je pense pas qu'on est mûr tout à fait pour le faire. Donc, on dépend beaucoup des vouloirs et de l'engagement individuel. Si on parle d'un point de vue individuel, je pense que, ceux qui ont conscience de la crise climatique, je pense que ça les amène quand même à se questionner sur la façon dont ils se déplacent. Mais en même temps, je pense que ça amène beaucoup de contradictions dans la gestion du quotidien, hein, parce qu'on a des impératifs de gestion quotidienne, puis c'est pas évident de tenir compte quotidiennement là, des impacts de ce qu'on choisit. On est dans le Bas-Saint-Laurent. Oui. Quand tu parles de transport en commun, Oui. généralement, les gens te regardent en disant de quoi tu parles? Ça se peut pas ici au Québec avoir des trains, ça se peut pas avoir des autobus. Ça se peut. Non, en fait, la question, c'est plus les mêmes formes. Je pense qu'il y a eu une période où la vue qu'on a du transport en commun, c'est des gros bus qui roulent à horaires réguliers avec des arrêts fixes.
Là, on a des technologies. Les technologies, ce sont des accélérateurs. Ce pas des solutions, mais ça peut accélérer la mise en place de belles solutions. Je pense qu'il faut vraiment imaginer que le transport en commun peut prendre la forme de transport à la demande. Donc, par exemple, avec l'intelligence artificielle, on pourrait modéliser les déplacements des gens, puis les adapter pour que ça soit rentable aussi pour le transporteur. Oui. C'est ça un peu que tu dis? La notion de rentabilité, il y a une rentabilité sociale, c'est-à-dire que le transport en commun, pour moi, pour la société, on investit là-dedans parce que c'est plus efficace. Hein? En milieu, on sait très bien que si on a un bus de 85 passagers, c'est plus efficace qu'un VUS avec un passager, ça c'est clair. Il y a une rentabilité sociale. Le transport en commun, c'est le filet social. Quelqu'un veut se déplacer, veut participer socialement, il faut qu'il puisse se déplacer. Et là, les services de transport à la demande sont beaucoup plus adaptés pour les territoires moins denses ou même pour les périodes où la demande est moins élevée. Ça veut dire que je peux prendre mon téléphone, commander un transport. Ça s'organise. Ça veut dire qu'on affranchit la population de l'obligation de posséder un véhicule. Ça faut que ça fonctionne. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi penser à des modes de type partage. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment essentiel que tout le monde possède 2 véhicules? Peut-être pas. Peut-être que ça en prend une certaine flotte partagée, puis les gens vont les utiliser selon leurs besoins. Là, on a déjà une contribution au niveau de la réduction de la consommation de ressources pour produire les véhicules. Souvent, on va rendre nos déplacements plus efficaces quand on a ça. Je pense qu'il faut non plus pas négliger le rôle des modes actifs. Ça me fait penser à McLuhan, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les prolongements technologiques de l'homme », dans lequel il expliquait que la roue avait fait en sorte que les hommes ne savent plus marcher. L'humain a perdu la capacité de marcher. Je pense que c'est pas mal vrai. Ouais. J'ai l'impression souvent qu'on passe par une moralisation des gens et que ça, les gens sont réfractaires à ça. Totalement. Mais si on leur parle, évidemment, de leur santé physique, mais si on leur parle aussi d'efficacité, hein, parce que c'est de ça qu'on parle aussi, d'une plus grande efficacité. Totalement. Oh, je suis d'accord. Puis en fait, l'impact sur la santé il est considérable. Puis quand on parle de ces solutions-là, ça ne devrait pas brimer la population. Il faut que ça devienne désirable. Il y a quand même des projets pilotes fort intéressants. Là, j'ai parlé de véhicules partagés. Je trouve qu'il y a des initiatives qui viennent des communautés. C'est vraiment intéressant autour de la notion de partage. Il y a un gain au niveau du transport, mais il y a un gain au niveau de la cohésion sociale. Là, quand les gens se mettent à partager des véhicules ou même des remorques pour vélo ou d'autres produits, ça crée une espèce d'engouement là, sur la façon dont on peut mieux utiliser des objets. Ça, je pense que c'est fort intéressant. Puis on voit aussi beaucoup de projets où des plus petites municipalités essaient de mettre en place des réseaux structurants de transport en commun, ce qui est fascinant. Pas partout, mais dans les corridors, là, ils disent, bien là, on va l'offrir, le transport en commun, puis les gens qui veulent pouvoir le prendre, bien, ils vont se localiser à proximité. On va faire des pôles de domicile, des pôles d'unités de logement, près des pôles commerciaux, puis des pôles d'emploi, puis quelqu'un pourrait décider de ne pas posséder de véhicule puis vivre ici aussi. Fait qu'il y a une façon d'imaginer même les plus petites municipalités axées autour de réseaux de transport qui pourraient faire en sorte que des gens n'aient pas besoin de posséder de véhicules suffisants. On a l'idée, souvent en politique, quand quelqu'un apporte l'idée de construire des réseaux de transport en commun, que ce soit entre nos grandes villes, entre Québec et Montréal, ou Québec-Montréal, Windsor, Toronto, mettons, c'est trop cher. Qu'est-ce que ça vaut, ça, comme raisonnement? Qu'on n'est pas capable de faire ça ici, que les Suisses, les Français, les Allemands, ils sont beaucoup plus riches que nous. Qu'est-ce que ça vaut comme raisonnement? Bien, ça dépend comment on compte nos choses. Hein? Ça, c'est la première... on voit un transport en commun comme étant une dépense, puis une route comme étant un investissement. Je pense qu'il y a déjà un biais de langage qui est fait là. Comme je le disais aussi, il faut voir qu'est-ce qu'on absorbe comme société. T'sais, quand je finance une route, puis que c'est le particulier qui paye sa voiture, paye ses assurances, puis il y a une partie du coût qui n'est pas comptabilisée. Puis on ne tient pas compte des externalités. Je pense qu'on fait quand même des erreurs de comptabilité sur ça. Mais au Québec, on devrait être les leaders en transport en commun. On a les industries de transport en commun. On fait des autobus, on fait des trains. C'est ce qu'on fait. On n'a pas d'industrie automobile. Mais non, on finance des choses qu'on n'a pas au Québec. Fait qu'on pourrait se permettre aussi d'en avoir plus. Parce que c'est ça, nos industries. On est bons là-dedans. C'est quand même étonnant. Je pense que c'est un faux. Il y a un collègue français qui me disait, vous savez, au Québec, c'est parce que vous êtes trop riches encore. C'est pour ça que vous n'investissez pas dans le vélo, tout ça. Il dit, vous faites encore des routes, mais parce que vous êtes trop riches. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Les médias ont la responsabilité, quand ils abordent une question, d'assurer que c'est pris objectivement. On a beaucoup de prises de position, on donne beaucoup de droits de parole à des gens qui sont des pseudo-spécialistes. Il y a tellement une responsabilité d'assurer qu'on a une vue qui est la plus objective possible pour, encore une fois, faire en sorte que ce qui est ultimement, ce qu'on va propager comme message, ça tient compte des impacts collectif, ça tient compte de tous les segments de population. Je pense qu'encore une fois, c'est une forme de responsabilité. Il faut vraiment faire très attention à ce qui est propagé parce qu'on crée des... Je parle d'imaginaire collectif. On crée des idées, puis c'est extrêmement difficile de faire, de redresser ces compréhensions-là. Tu as des étudiants devant toi. Oui. Maintenant, tu diriges une chaire de recherche sur la mobilité. Oui. Est-ce que tu vois avec les cohortes qu'il y a une progression dans la sensibilisation et dans l'intérêt que les gens ont à travailler là-dessus au Québec? Ça, c'est une question quand même... faut que je coupe en deux. Hein? Il y a mes étudiants qui viennent faire maîtrise, doctorat. Autour de moi, j'ai des étudiants brillants, passionnés. Après ça, j'ai ceux que je forme au baccalauréat, qui sont des ingénieurs civils, souvent qui vont rentrer dans le domaine pour faire des ponts, pour faire des réseaux, les réseaux d'égouts. Des troisièmes liens. Ben oui, parce que c'est des infrastructures collectives. Là, c'est différent. Quand je leur enseigne le transport, parce que c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement, mais il y a quand même une science en arrière de ça, on a beaucoup de choses à redresser. Quand je pose la question là, de comment on résout la congestion, bien, c'est sûr que de façon générale, ils vont me dire « t'élargis la route ». Évidemment que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Si on élargit la route, on va juste avoir plus de congestion. Puis c'est des choses qui sont documentées. Il y a plein d'articles scientifiques qui expliquent les impacts moyen terme. Parce que le troisième lien, généralement, est justifié, par exemple, à Québec, avec l'idée d'augmenter la fluidité. Oui, c'est pas juste ça comme raisonnement? Non, non, pas du tout. C'est pas juste. Puis en fait, la notion de fluidité est vraiment mal comprise. C'est une autre chose que j'explique. La fluidité, c'est le fait d'être à vitesse constante. Là, je dis fluidité. Maintenant, on parle de fluidité lente. Vitesse constante et lente. Là, il dit, mais c'est pas de ça dont je parle. Mais la notion de fluidité, c'est vitesse constante. C'est pour ça que les gens ne parlent pas de fluidité de la même façon. La notion de congestion, c'est parce qu'on a donc, je donne l'exemple du troisième lien, on a tendance à isoler le problème. Hein? On prend juste ce tronçon-là va exister, ça va rouler dessus. Là, on oublie au bout, on arrive où? On va arriver sur une artère. Ouais. On arrive sur une artère. Si on arrive sur une artère puis il y a une lumière, bien, pendant qu'elle est rouge, la capacité est nulle. Fait que là, les véhicules vont s'accumuler. Fait que je peux mettre... Des fois, dans la classe, quand je m'énerve, je vais dire on va paver le Saint-Laurent. Il faut quand même les gérer quand ils arrivent sur nos rues locales puis nos artères. On va les mettre où, ces véhicules supplémentaires? Il faut les stationner. Puis là, dans les rues locales, on gère les conflits avec les piétons, les vélos, les bus. On veut donner plus de temps aux piétons pour qu'ils traversent en sécurité. Il y a quelque chose qui... La notion de réseau puis de gestion à destination, là, les autos qui vont arriver, c'est complètement négligé. Par ailleurs, on sait très bien que si on ajoute un pont, bien là, ça va être attractif. Je vais aller m'établir plus loin parce que ça va me prendre moins de temps. Fait que les gains en vitesse se traduisent par une augmentation des distances puis une relocalisation. Ça, c'est documenté à la grandeur de l'Amérique du Nord. Oui, mais partout. J'ai même écrit, je me souviens quand je présente, la seule façon qu'une nouvelle infrastructure pourrait ne pas avoir d'effet négatif, c'est si on empêche toute nouvelle construction résidentielle de l'autre côté, on empêche à tous ceux qui se déplacent pas en auto de se déplacer en auto, on empêche, c'est impossible, là. C'est personne qui va faire ça. On va jouer un jeu. Mettons que Catherine Morancy, ministre des Transports du Québec. Si je comprends bien ce que tu me dis, en un an, tu ne pourras pas tout changer. Non. Mais mettons qu'on se donne un plan sur 15-20 ans. Ce serait quoi, le plan? Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que j'abolis instantanément quand même. Tout ce qui est financement de l'industrie automobile. Là. Donc là, je me permets de dire que tout argent public donné à des particuliers pour acheter des véhicules, pour moi, c'est un scandale. Donc, j'abolis ça jour 1. Y compris les véhicules électriques? Oui. On finance quand même l'industrie automobile là, quand on achète des véhicules électriques. Il faudrait se demander qui bénéficie. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. C'est généralement les mêmes compagnies. Oui, et quels particuliers bénéficient de ces financements-là? Si on faisait sortir la liste des revenus de ceux qui bénéficient du financement public, là, je pense qu'on pourrait poser des grosses questions d'équité. C'est certainement pas les plus démunis qui bénéficient de ça. Je pense pas qu'ils ont besoin d'un support supplémentaire pour acheter un véhicule.
Ça, je trouve quand même ça un peu scandaleux. Un peu, je pèse mes mots. Donc ça, c'est sûr que j'abolis ça. On règle ça. Puis là, je réfléchis à des façons de soutenir, sans doute financièrement, les gens qui prennent les bonnes décisions. Quelqu'un qui se démotorise, quelqu'un qui va décider de se loger à proximité de son emploi, quelqu'un qui va décider de se déplacer à pied, à vélo. Donc, tout ça, c'est les comportements qu'on veut promouvoir. Actuellement, il n'y a vraiment aucun incitatif à faire ça. Donc, des incitatifs fiscaux, par exemple, à ceux qui n'ont pas de voiture ou qui se déplacent définitivement. Ensuite, je vais m'attaquer à la mobilité des enfants. Pourquoi? Parce qu'on apprend beaucoup de choses aux enfants, notamment comment se déplacer, comment gérer l'espace, comment être autonome. Puis actuellement, je pense qu'on gère très mal la mobilité autour des écoles. Des véhicules à proximité des écoles, là, je ne comprends pas pourquoi on met à péril la sécurité des enfants pour le bénéfice d'autres choses que je ne comprends pas. Ça, je gère. Je fais un programme sur la mobilité autour des écoles. Ensuite... Quand nous, on était petits, juste sur les écoles, quand nous, on était petits, on allait à l'école la plus proche. Oui. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. C'est des écoles à projet, souvent. Oui. Les gens font le tour de la ville pour aller à l'école épouvantable. qui est pas du tout à côté de chez eux. Oui. Ça, c'est le premier sujet que j'ai traité avec ma chère mobilité, sur l'optimisation de l'allocation des enfants aux écoles. Les distances parcourues, c'est épouvantable. Puis ça affecte la mobilité de tout le ménage, hein, évidemment. OK. Ensuite, je m'attaque, donc, tout ce qui est mode actif, là, rendre les rues plus conviviales pour les populations vulnérables, les modes actifs, le vélo. C'est pour moi, il y a une réallocation équitable de l'espace public. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ensuite, j'implante des réseaux de transport en commun, voies réservées notamment, parce qu'on va augmenter la capacité de transport de nos routes d'une façon incroyable. Surtout, évidemment, là, on parle de la gestion de la congestion, ça passe par des voies réservées au transport en commun. Là, c'est tellement plus efficace. Ensuite, tout ce qui est transport interurbain, je n'ai pas la solution encore, là, comment on peut absorber ceci, mais c'est sûr qu'il faut offrir des alternatives plus fréquentes, avec sans doute pas nécessairement des bus réguliers, mais il faut avoir des alternatives plus efficaces pour se déplacer entre régions. Ensuite, les prix de l'essence. Je pense que nous, on a déjà fait des recommandations de migrer vers des taxes kilométriques. Ça veut dire qu'on se dote d'un outil pour gérer la demande de transport. Puis évidemment, cette tarification-là peut pas être la même partout, là. Ça veut dire que chaque kilomètre parcouru a un coût. Puis si on est dans une région et qu'on circule en pointe du matin, bien, ça coûte plus cher parce qu'on veut gérer la demande. Ça devient un incitatif, ça devient un outil de financement aussi pour promouvoir les alternatives qui sont plus durables. Tout ce qui est VUS, tout ça, évidemment, on fait une tarification pour assurer qu'on va avoir une diminution de cette transformation de la flotte. Je passerai aussi, tout ce qui est publicité automobile, je pense qu'il faut y penser aussi. Moi, j'ai écrit à des journaux en disant qu'en 2019, des cahiers de l'auto, c'était quand même assez étonnant qu'on ait encore ça. Qu'on j'ai pas pensé plus que ça. On valorise cet objet-là qu'on fétichise là, en Amérique du Nord, puis qui est à la source de notre autodestruction, sans jeu de mots. Oui, totalement. Ça, je trouve que quand même... C'est assez radical, c'est une ministre des Transports quand même assez encore torquée. Une fois, c'est pas jour 1 que j'implante tout ça. Mais je pense que dans un plan, puis je dirais que c'est pas si radical que ça. Lisez la politique de mobilité durable qu'on a au Québec, là. Il y a là-dedans, réduire de 20 la part de l'auto solo, réduire de 20 les émissions de gaz à effet de serre, réduire les temps perdus en congestion. Les temps perdus en congestion, ça veut dire qu'on rend nos réseaux plus efficaces. Ça, c'est à peu près tout ce que j'ai dit. Hein? Réduire les accidents, ça veut dire qu'on réduit les débits de circulation. C'est vraiment en lien avec ce que j'ai dit. Je pense que c'est le phasage des stratégies et le choix des stratégies qui vont assurer que ça fonctionne, parce qu'on en a fait des stratégies. Puis si vous regardez les tendances dans les 10 dernières années, là, on ne va pas du tout dans la bonne direction. Les politiciens se font quand même pousser par la population pour aller dans la gestion du quotidien. Tu sais, quelqu'un va dire, ben non, mais là, ça me prend une route tout de suite, là, parce que là, je suis pris, puis là, mes enfants garderie. Donc là, ils gèrent comme ça. Mais il y a quand même une responsabilité d'anticiper les impacts que ça va avoir à long terme. Puis je pense que ça, on ne le fait pas encore. Et implanter des politiques restrictives, c'est jamais populaire. On sait que ça fonctionne bien, c'est jamais populaire. Ça prend un courage politique. Oui. Puis ça prend aussi une forme de préparation. C'est-à-dire qu'il faut préparer la population à ce qui va s'en venir. Là, j'ai dit, c'est bien, on fait des petits pas, mais pas facile. Mais il faut aussi que la population soit au courant qu'il va falloir faire les pas difficiles. Puis il faut les préparer, parce qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain en disant « Ah, à partir de l'année prochaine, on implante une taxe kilométrique, on augmente les prix de l'essence ou on abolit la taxe sur l'essence, puis vous payez au kilomètre parcouru, on ajoute des taxes et gros véhicules. » Ils ne peuvent pas
amener ça à court terme, mais il faut que la population se prépare. Parce que là, si on fait ça, là, on va avoir la population dans les rues, il va y avoir une forme d'injustice. Il y a des populations qui vont être prises en otage parce qu'ils n'auront pas d'alternative. Comme Là, les gilets jaunes, par voilà, exemple, je voulais pas le dire, ça a mais commencé comme tu le beaucoup dis, avec le prix du ben pétrole. oui. Mais on le sait quand même que c'est ce que ça va prendre. J'imagine que tes enfants t'ont posé cette question-là un jour. Maman, pourquoi on n'a pas juste une auto électrique? Comme ça, on pourrait se déplacer partout dans la ville comme on veut, quand on veut. Oui. La question des véhicules électriques, là, c'est oui et non. Ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que, est-ce que, a priori, si on a tous les véhicules du Québec qui deviennent électriques, on a réglé nos problèmes? Bien non, pas du tout. On n'a pas fait grand-chose si on fait juste convertir toute la flotte en véhicules électriques. On dépense plus de pétrole. Bien, c'est sûr que localement, on ne dépense plus de pétrole, mais il faudrait voir les dommages qu'on a faits ailleurs par la production de nos véhicules électriques. Hein? Parce que c'est comme tous nos produits technologiques. C'est un produit technologique, un véhicule électrique. Fait que sa production, là, c'est pas rien en termes d'impact sur l'environnement, d'impact sur les populations qui font l'extraction des minerais dont on a besoin pour les construire. Fait qu'il y a des dommages quand même considérables au niveau de la production. Fait que j'ai déjà posé la question, est-ce qu'on peut se permettre comme société de négliger les impacts parce qu'ils sont produits ailleurs? Je pense que la réponse, c'est non. Mm-hmm. Donc, quand on fait l'analyse de cycle de vie complet, produire un véhicule, c'est pas zéro émission. Je parle juste de la production. Là, on l'amène ici, on l'utilise, soit. Si on arrive à avoir des bonnes technologies de batterie, des bonnes stratégies de récupération, qu'on n'a pas des F-150 électriques, il y a peut-être un peu d'espoir. Et ça, c'est après qu'on ait fait les autres stratégies. Je dirais que c'est comme la dernière stratégie implantée. Mm-hmm. Il y a des milieux où les véhicules vont toujours être nécessaires parce qu'on n'est pas capable de transformer tous les besoins de déplacement par une autre solution. Bien oui, on le sait que ça va tout être des véhicules électriques. Je dis souvent, le futur, c'est des véhicules électriques partagés, autonomes et connectés. C'est ça le futur qu'on va avoir. Bon. Après ça, est-ce qu'en soi, un véhicule électrique, c'est vert? Bien non, justement, il faut le produire. Il faut d'abord commencer par réduire. Il faudrait réduire le nombre de véhicules. Parce que, tu sais, Montréal, c'est facile. Là. Tu prends une photo, tu dis ça, c'est tous des véhicules à essence. Tu prends l'autre photo, c'est tous des véhicules électriques. On perd quand même 2 heures à congestion. On a les mêmes problèmes d'accidents, les mêmes problèmes d'occupation de l'espace, les problèmes de gestion des eaux. On a plein de problèmes qu'on n'a pas réglés. Mm-hmm. Puis est-ce que c'est équitable, des véhicules électriques? Ouch! Est-ce que toute la population québécoise est-ce qu'on peut souhaiter que tout le monde s'achète un véhicule électrique? Non. Qu'est-ce qu'on voit dans d'autres pays actuellement? On voit que les usagers du transport en commun achètent un véhicule électrique au lieu de prendre le transport en commun. Je ne suis pas certaine que c'est un gain. Mm-hmm. Dans le sens où si ce que ça crée de dire que ce sont des véhicules zéro émission, c'est qu'on prend l'usager du transport en commun et qu'ils s'achètent tous des véhicules parce qu'ils sont verts, là, on a créé un sérieux problème. Mm-hmm. Fait qu'elle est complexe, cette question-là. Parce qu'évidemment que nos bus scolaires, nos bus urbains, nos camions, on veut qu'ils soient électriques. Il faut la faire, cette transformation-là. Est-ce qu'on veut que tous nos véhicules deviennent électriques? Éventuellement, oui, tant qu'on arrive à réduire la quantité. Il faut qu'on ait vraiment moins. Mm-hmm. Ceux qui restent vont être électriques. Fait que c'est une question qui est plus... qui n'est pas si évidente. Et si je rentre dans un concessionnaire et j'ai à choisir, bien, je devrais me questionner si je dois rentrer chez le concessionnaire avant. Je pense qu'il y a quand même une responsabilité des scientifiques de se positionner puis de venir contribuer dans le débat. Il y a beaucoup de mauvaise compréhension. Je pense qu'on a beaucoup de spécialistes du vécu, c'est-à-dire que je me déplace, donc je suis un spécialiste de mes propres déplacements. Non. Donc, le travail des scientifiques dans ce domaine-là, c'est vraiment de ramener la prise en compte des impacts collectifs. Comment on intègre tous les impacts sur les changements climatiques, mais sur les impacts sur la santé, la société, l'équité, la sécurité, l'utilisation de l'espace. Puis ça, c'est vraiment la responsabilité des scientifiques d'avoir une vue beaucoup plus holistique des enjeux qui sont associés, notamment à la mobilité, mais aux stratégies qu'on va mettre en place, les nouvelles routes, la question des stationnements, les types de véhicules. Je pense qu'on a vraiment une responsabilité de clarifier les enjeux pour aider la meilleure prise de décision en ayant ces impacts collectifs en vue. Une lecture, qui serait dans l'espoir
ou qui est une lumière, mettons? T'en as sorti un? J'en ai pas apporté de livre sur l'espoir. Qui serait une étoile dans le firmament. Ben, Einstein, par exemple. Oui, Einstein, c'est parce que ça, c'est des scientifiques là, des scientifiques qui se positionnent sur d'autres choses que leur équation mathématique. Moi, ça me fascine aussi. C'est le rôle du scientifique dans la société. Une conception plus large de la science, pas en c'est silo. ça. Puis le rôle que la science doit jouer justement dans la société, sur la prise de décision, ça, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on n'est pas toujours bons, les scientifiques, pour assurer que ce qu'on développe puisse être utile à la communauté, puisse servir à accompagner la prise de décision. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Mais Einstein avait quand même... Je pense qu'il est plus connu pour son engagement social. Bien, pas vrai, il n'est pas plus connu, mais il est particulièrement connu pour le fait qu'il a fait des contributions scientifiques, mais qu'il se soit impliqué socialement, qu'il se soit positionné sur le rôle de la science dans la société. Ça, c'est intéressant. J'aime vraiment ça. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en septembre, il y a 15 000 scientifiques qui ont pris position par rapport au changement climatique. Puis on dit, on brisé une certaine ligne ou une certaine réserve. Ça, il y a comme une progression. Là. Les scientifiques commencent à dire, non, moi, là, c'est fini, là, la réserve, on n'est plus là-dedans, on est dans l'urgence. Oui, on est dans l'urgence. L'autre chose, c'est que souvent, quand on va se prononcer, des fois, je vais refuser de me prononcer sur des choses où je vais juste dire des généralités. Des généralités, si elles existent, je ne suis pas obligée d'être là pour les prononcer. J'essaie vraiment de me prononcer sur des choses que je maîtrise, là, pour lesquelles je vais avoir fait moi-même des expériences, je vais développer des modèles, je vais essayer de comprendre. Là, je pense que c'est ma responsabilité. Pendant les dernières élections provinciales, c'est la première fois de ma vie pendant laquelle j'ai proactivement écrit à des partis politiques en disant, là, franchement, là, arrêtez de dire des faussetés. Puis j'ai dit, les scientifiques ne donnent pas leurs opinions. Ça aussi, je trouve ça insupportable. Quand on dit, on respecte votre opinion, parce que ce n'est pas une opinion. Là, il va falloir que tout le monde contribue avec son opinion aussi. Là. Oui, mais je veux dire, quand on me parle de la science, là, quand j'explique une chose, c'est pas mon opinion. Je peux vous donner 45 références là, qui ont démontré ça. Ça, c'est agaçant, là. Alors, qu'est-ce qu'il disait Einstein, par exemple? Là, ce que je vais trouver rapidement, mais il y a un endroit, il parle de jugement indépendant. Ça, je l'ai souligné à plusieurs endroits. Ça, c'est ce que j'avais souligné aussi quand j'ai lu ça la première fois, là, sur la question d'indépendance de l'esprit. L'importance qu'on reste indépendant comme scientifique, puis qu'on ne suive pas la mode du jour. Il y a un endroit où il dit ça, il est vraiment fascinant. Le jugement, forger un jugement indépendant. Puis il dit ça, on ne le fait pas assez. Il parle notre finalité, celle de la communauté et de son progrès. Il remet le rôle du scientifique, ultimement, là, c'est d'avoir un impact sur la communauté. En tout cas, moi, ministre des Transports du Québec, la première personne que j'appelle une fois élue, c'est Catherine Morancy. C'est bon. Je vais répondre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.